Bonjour Luc, bonjour, Bonjour. comment ça va? Ça va très bien. Alors, il est 9 heures du matin chez toi, il est 18 heures à Paris. Tu as accepté vraiment sans aucune, on va dire, hésitation cet entretien avec moi, sans filer, sans savoir de quoi il va en retourner. Je peux te poser la question, pourquoi tu as accepté cet entretien? J'ai accepté parce que c'est impossible de me torturer, donc de toute façon, j'ai aucun problème avec n'importe quelle question. Et si j'ai pas envie de répondre, je ne réponds pas. De toute façon, vu le bonhomme et son caractère, effectivement, je confirme, il n'y a aucun risque de ce côté-là. Alors, je voulais commencer par remercier aussi notre ami commun, Christophe Palouk, qui nous a permis de faire connaissance. On est venu chez toi il y a un an, quasiment à un mois après, pour visiter non seulement ton unité, mais aussi un petit peu la Silicon Valley et un certain nombre d'entreprises. J'ai appris beaucoup de choses sur notamment la Californie. Alors, avant d'arriver à la Californie, je voudrais savoir comment toi, tu as géré ce confinement. Nous, on a décidé, quand je dis nous, c'est mon équipe, on a décidé le 7 mars de fermer nos bureaux aussi bien à Paris qu'à San Francisco, euh, parce qu'on sentait que ça allait arriver. Et on voyait ce qui se passait en Europe, justement, parce que les Parisiens sont pas trop loin. Et donc, on a décidé de faire ça. Ça se passe, point de vue purement professionnel, ça se passe relativement bien, parce qu'on a tous les outils qui vont bien. Et donc, on a l'habitude de travailler en remote, de travailler en télétravail tous, parce que on a deux bureaux qui communiquent comme ça, avec des bons outils et tout ça. Donc là, on n'a aucun problème. Point de vue personnel, on est tous à la maison, on ne bouge pas, on travaille depuis là, et puis on fait avec. Alors, on n'imagine pas qu'une entreprise comme la tienne n'ait pas les outils qu'il faut pour faire du télétravail. Si vous avez des difficultés, le grand public, lui, alors. Par contre, on a bien envie d'imaginer la vie personnelle, parce que quand même, malgré la plage horaire de travail qui est très énorme, tu as beaucoup plus de temps donc, à la maison, chez toi. À quoi occupes-tu ce temps-là pendant ce temps? Est-ce que tu lis? Est-ce que tu découvres de nouvelles passions? Ouais, en fait, moi, j'ai la chance de toujours pouvoir faire un peu toujours la même chose, hein. Donc là, on sort moins, donc c'est le problème. Le seul problème, c'est qu'on a moins l'occasion de sortir, de se promener. On se promenait toujours un peu, on essaie de faire ça tout seul, évidemment, pour respecter les règles. Mais sinon, le reste du temps, on passe plus de temps avec la famille, plus de repas avec la famille, on fait plus de choses comme ça. Franchement, ce confinement, pour moi, personnellement, se passe plutôt très bien. Alors, certains même trouvent que le confinement, c'est aussi, alors, à part le malheur que ça crée, bien sûr, avec le nombre de décès qui est terrible et tous les malheurs que ça crée autour, dans les familles touchées, en tout cas, crée aussi un temps de pause, un temps de retour sur soi, où on se pose des questions, on s'organise, on essaie d'évaluer l'essentiel, de prioriser. Est-ce que c'est un peu le ton cas aussi? Tu mets de l'ordre dans tes idées et dans les projets innovants que tu veux développer? Ouais, c'est sûr on a plus de temps. On a plus de temps pour réfléchir, on a plus de temps pour lire, on a plus de temps pour browser le net, pour regarder les trucs. Donc c'est sûr qu'on a plus de temps pour plein de choses. Donc, certainement qu'on est en train de se nettoyer le cerveau quelque part, de se nettoyer le corps aussi peut-être un peu. Donc oui, on a plus de temps. Encore une fois, pour moi, c'est agréable et je comprends tout à fait que pour plein de gens, c'est embêtant, hein. C'est sûr. Ah oui. Alors justement, je voudrais, comme tu es aux États-Unis, et les États-Unis ont mis un temps fou, hein, donc beaucoup, ils ont pris beaucoup de retard dans, on va dire, la prise en compte de cette crise. Donald Trump n'a pas pris les bonnes décisions, il a mis beaucoup de retard. Au début, il prenait ça un peu à la légère, il a dit economy first, business first, et petit à petit, il a pris conscience et on l'a alerté et il a fait un petit peu marche arrière. Mais est-ce que c'est pas un peu tard, trop tard? Moi, je pense que c'est beaucoup trop tard. Je ne suis pas sûr qu'il ait fait marche arrière parce que je ne suis pas sûr qu'il comprenne quoi que ce soit. Je pense qu'il a pris les mauvaises décisions. Il continue à avoir un discours complètement incompréhensible pour la plupart des gens parce qu'on ne sait pas en fait ce qu'il veut faire. On ne sait pas s'il est pour ou contre le confinement. Il y a plein d'États qui ne sont toujours pas confinés, hein. Enfin, pas plein, il y en a 5, 4 ou 5 aujourd'hui qui ne sont toujours pas confinés. Ce qui s'est passé, c'est que de toute façon, les gouverneurs les gouverneurs de chaque État ont pris leurs responsabilités, en fait, et bien avant que Trump dise quoi que ce soit, ils ont pris leurs responsabilités quand il y avait des problèmes. Alors, parlons des États comme Washington State ou Californie ou New York, ils ont pris des décisions bien avant que Trump ait fini de raconter n'importe quoi. Alors,
la décision, on va dire, plus locale par rapport aux États. Quid de la Californie? Alors, parce que quand j'étais là-bas il y a un an, j'ai été un petit peu, pas choqué, mais quand même, du nombre de homeless, de ce qu'on appelle les SDF, les sans domicile fixe, et qu'il y a dans cet État qui est censé, en tout cas réputé être très riche. Probablement qu'il y a deux écosystèmes dans Californie, tu vas mieux le décrire que moi, mais ces gens-là sont des victimes toutes désignées pour une pandémie comme celle-là. Ouais, bon, la Californie est l'État le plus riche des États-Unis, hein, c'est la cinquième puissance mondiale. Quand on regarde les chiffres, donc c'est quand même énorme, c'est devant la France, c'est juste devant la France. Donc c'est un État très très riche, mais effectivement complètement inégalitaire. Et donc la Silicon Valley, en l'occurrence, bah, c'est un écosystème complètement riche, mais complètement fou, dans le sens où c'est disproportionné, c'est n'importe quoi. Les villes comme Palo Alto ou Atherton, c'est les villes les plus riches, les plus chères au mètre carré du monde. Donc c'est du grand n'importe quoi ici pour ça. Mais les gens qui vivent sur cet écosystème, qui viennent travailler dans cet écosystème, eux, malheureusement, ils sont pas forcément, ils sont pas sur place, et donc ils viennent d'autour de là, et eux, ils sont vraiment dans une mer de noire, hein, pour être clair. Et en plus de ça, ça s'ajoute au système de santé qui est lui aussi complètement inégalitaire. Il n'y a pas de couverture sociale comme on peut avoir en France ou dans d'autres pays européens. Et du coup, les gens sont vraiment très, très embêtés. Ils n'osent pas aller consulter parce que ça fait que la propagation est en fait plus importante aussi, parce que les gens n'osent pas, parce qu'ils se disent ça va me ruiner. Et ils sont déjà pas très très riches. Et donc, c'est un problème énorme, le fait qu'il n'y ait pas de couverture, ça c'est clair. Hmm. Alors, est-ce que aux États-Unis, tu as ressenti entre États des solidarités ou des problèmes de solidarité comme ça s'est ressenti en Europe, où là, on s'est dit l'Europe n'existe pas, chacun pour soi, chacun a essayé de gérer la crise comme il pouvait, à part quelques petites solidarités symboliques entre l'Allemagne et la France pour soigner des malades. L'Europe se sort fragilisée de cette situation-là. Est-ce que c'est le cas aussi entre États aux États-Unis? Bon, les États vont pas être fragilisés parce que bon, il y a une compétition entre États. On a vu ça, on a vu des histoires des États différents qui attendaient en Chine des livraisons de masques et qui se sont piqués les masques entre eux, des choses comme ça. Donc il y a eu des histoires comme ça évidemment. Mais bon, les États-Unis eux-mêmes vont pas être fragilisés. Bon, la Californie rêve toujours depuis l'élection de Trump de faire sécession. Donc peut-être qu'un jour on fera sécession, mais bon, ça n'arrivera jamais. Donc les États-Unis eux-mêmes ne sont pas fragilisés. Moi, j'aurais espéré que Trump soit fragilisé, parce que, encore une fois, lui, il dit n'importe quoi et il fait n'importe quoi. Mais malheureusement, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'il ne soit pas fragilisé et qu'aujourd'hui, sa cote de popularité soit même plus haut que quand il a été élu. Donc, c'est complètement incompréhensible pour moi, mais en même temps, c'est pas tellement incompréhensible parce qu'on a créé un système d'éducation tel que bah, pour élire quelqu'un comme ça, quoi, parce qu'on a créé des gens assez stupides, quoi, parce qu'il faut être stupide pour pas voir que le gars, il ment en permanence. Hmm. Alors justement, une dernière question sur les États-Unis et sur la géopolitique. Trump, qui était sur une cote très ascendante de popularité, tu l'as dit, à un moment donné, quand la crise est arrivée, il a dit business first, economy first. Et donc, beaucoup d'observateurs politiques dans le monde se sont dit, il a eu l'occasion de se taire, il a raté l'occasion de se prémunir de ça et de prévenir un petit peu cette pandémie. Donc, il a perdu un peu tout le capital sympathique qu'il avait avant, tout le capital politique. Est-ce que toi, j'ai l'impression que tu n'es pas si sûr que ça? Non, je suis sûr du contraire, en fait. Malheureusement, les gens qui le suivent, ils croient que le gars, c'est Superman et que bah, il a toujours raison dans ce qu'il dit. Il fait toujours... et donc, du coup, sa cote de popularité continue à monter. C'est incompréhensible. Et pour les gens logiques comme ces commentateurs dont tu parles, et pour les gens comme nous qui ont un cerveau, je veux dire, ça n'a strictement aucun sens. Parce que le gars, il dit vraiment n'importe quoi. Mais en même temps, encore une fois, on n'a pas un système éducatif qui permet d'avoir un sens critique. Et donc, du coup, on met le drapeau américain, et puis à partir du moment où tu mets le drapeau américain, après, tu peux dire n'importe quoi derrière. Alors, je vais revenir, merci en tout cas pour cet avis sur les États-Unis, parce que c'est intéressant pour nous ici de voir un petit peu comment c'est ressenti de l'intérieur. Et je vais revenir maintenant à un livre que tu as écrit, donc, qui est un best-seller, qui s'appelle L'intelligence artificielle n'existe pas, qu'on peut trouver dans les éditions First. Euh, où tu mets l'homme au cœur du système. Tu dis, c'est pas vrai qu'on puisse être dépassé par l'innovation, la technologie, etc. Ce sont des histoires. Nous pouvons appuyer à tout moment sur le bouton pour faire stop ou marche arrière.
est-ce qu'en lien avec cette crise, tu dis, ben, on y est, la technologie peut servir à aider à contenir justement la pandémie, comme ça s'est passé par exemple en Asie, ça pourrait ou est-ce que justement on va continuer à accuser la technologie d'être la mère de toutes nos difficultés? Alors, pour être clair, ce que je dis exactement, je dis on est en contrôle. On est en contrôle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire les bonnes choses et on peut faire les mauvaises choses. D'accord? Donc, ce n'est pas la technologie qui décide, c'est nous qui décidons. Ça, c'est très, très clair. Maintenant, cette pandémie, en fait, c'est une chance extraordinaire pour la technologie. La technologie en général, l'intelligence artificielle en particulier. Pourquoi c'est une chance extraordinaire? Parce que c'est une chance pour montrer aux vrais gens, pour montrer aux gens qui ont peur, justement les gens qui ne sont pas éduqués forcément sur ce que c'est que l'intelligence artificielle et ce sur quoi ça peut nous apporter, c'est une chance extraordinaire pour leur montrer ce qui est possible de faire. Et donc, on va avoir des projets très, très simples. On voit d'ailleurs des choses qui se passent aujourd'hui dans le monde scientifique où on a des projets qui sont faits, qui sont détournés pour être utilisés pour la recherche des protéines, des machins, des choses comme ça. Et donc, on va voir, j'espère qu'on va voir l'utilité. Et donc, ce que j'appelle les vrais gens, donc les gens qui ne sont pas forcément informés sur ce que c'est que ces sciences, vont se rendre compte que finalement c'est utile et que les gens qui sont derrière, qui sont ces scientifiques qui sont derrière, ne sont pas ces savants fous qui sont tout pour la technologie, mais que finalement ils ont un côté humain et qu'il y a ce côté qui va ressortir, ce côté pratique qui va ressortir. Donc je pense que c'est une chance énorme pour que les gens comprennent que la technologie peut être bonne pour elles, et aussi pour qu'ils comprennent que les gens qui créent la technologie ne sont pas contre eux. D'accord? Donc, et c'est aussi une chance pour les gens, pour nous les scientifiques, de comprendre que il y a des buts très très lointains et énormes et magnifiques, mais il y a aussi des buts très très pratiques et très proches. Et on va pouvoir utiliser nos technologies, utiliser nos cerveaux pour faire quelque chose de très pratique pour le problème qu'on a aujourd'hui. Alors j'ai des exemples pour ça. Nous, dans mon équipe aujourd'hui, j'ai dit à mes équipes, écoutez les gars, les projets, les machins qu'on fait depuis un an, je m'en fiche. Prenons du temps pour faire des trucs pratiques pour ce problème qu'on a aujourd'hui. Donc, je vous donne carte blanche pour prendre autant d'heures que vous voulez par jour pour travailler, pas sur les projets, mais pour travailler sur des problèmes pratiques qui pourraient aider à ça. Alors, par exemple, on fait des trucs qu'on ne fait pas nous-mêmes, mais on participe à des initiatives pour donner notre GPU, notre CPU. C'est quoi ça? On a des machines, on a des grosses machines à la maison, on a des grosses machines au bureau. On donne ce temps de calcul, en quelque sorte, Capacité de calcul, en fait. cette capacité de calcul, on le donne à des initiatives qui sont faites par d'autres que nous. Donc, ça c'est concret, c'est très bien. Un autre truc très très simple, par exemple, il y a une application qu'on va sortir demain, une application très très simple qui te dit, c'est sur une montre connectée, d'accord? Ce sera sur une montre Samsung évidemment, mais on ne va pas faire d'argent évidemment là-dessus, c'est pas ça, mais l'application te dit quand tu lèves la main et que tu vas toucher ta figure, ça te dit attention, touche pas à ta figure, parce qu'on sait très bien qu'un des problèmes c'est ça. Donc, tu as un truc tout simple, mais c'est de l'intelligence artificielle dans le sens où il faut analyser le geste, il faut savoir que tu vas toucher ton visage. Donc voilà, du coup, on fait des trucs comme ça, des trucs qui sont pratiques. Et donc, ce genre de trucs pratiques-là, ça va permettre aux gens de comprendre qu'on n'est pas si mauvais que ça. Et nous, ça nous fait comprendre qu'on est capable de faire des choses intéressantes pour l'humanité, en fait. En fait, toi, tu as toujours prêché ça, puisque tu as dit des exemples très concrets qu'on retrouve dans la littérature. Tu as dit, par exemple, ma maison est hyper connectée, je n'ai plus besoin d'appuyer sur le bouton pour allumer la lumière ou pour aller mettre une chanson et fermer le volet. Par contre, ça me dégage de tâches répétitives, parfois pénibles ou pas très intéressantes, pour avoir plus de temps pour moi, pour ma famille, pour mes amis, pour faire du lien social. C'est quand même euh, fabuleux de la part du vice-président en charge de l'innovation chez Samsung de dire on fait de l'intelligence artificielle au plus haut niveau pour le monde entier, pour l'humanité, mais en fait, moi, mon objectif, c'est de vous permettre de vous concentrer sur plus de liens sociaux. Ouais. Bon, de toute façon, c'est mon credo et ce que je raconte depuis 30 ans. Je crée des technologies pour les vrais gens. Et donc, pas pour que ça les emmerde, mais pour que cela rapporte quelque chose. Et donc, ce quelque chose, pour moi, c'est cela rapporte du temps pour pouvoir, soit effectivement le lien social, donc parler plus aux vrais gens, les gens qui sont autour de nous, soit prendre un bouquin, s'éduquer. Mais les deux choses que j'aimerais que les gens fassent le mieux possible, c'est s'éduquer et s'ouvrir au monde.
C'est tout, moi, ce que j'ai envie que les gens fassent, parce que c'est ce que je pense que l'humanité doit faire en général. Donc, effectivement, je crée des technologies juste pour ça. Mm. Alors, je rappelle, tu me donnes l'occasion de rappeler que tu es le co-inventeur d'un langage que tout le monde connaît, qui s'appelle Siri, donc, et qui n'a pas, à un moment donné, s'est adressé à son iPhone pour dire dis Siri, mais que tu l'avais créé à un moment donné où c'était vraiment balbutiant, le langage artificiel et cette intelligence-là. Et puis, vous êtes passé, je raconterai ton CV dans le texte qui va accompagner cette vidéo, mais donc, pour ne pas perdre beaucoup de temps, mais donc de Stanford, de cet univers, tu parlais de quelques milliers d'utilisateurs à un moment donné 300 millions d'utilisateurs. C'est grisant, on pourrait prendre la grosse tête. Ah bah oui, bah, bon, on pourrait, oui, mais tu vois, moi, bon, j'ai un objectif, je m'amuse, hein, je veux dire, je ne vais pas dire le contraire, je m'amuse avec ces technologies. J'ai commencé avec des trucs tout petits, des petites startups, des petits machins où j'avais 10 000 utilisateurs, 100 000 utilisateurs, 1 million d'utilisateurs, 13 millions d'utilisateurs, 80 millions d'utilisateurs, 300 millions d'utilisateurs. Donc là, aujourd'hui, je ne cache pas que mon but, c'est 1 milliard d'utilisateurs. Mon but, c'est 7 milliards d'utilisateurs. Je veux dire, je veux que tout le monde utilise ces technologies. Parce qu'encore une fois, mon objectif, c'est que je pense que ces technologies peuvent apporter beaucoup à cette humanité. Alors, qu'est-ce que tu réponds donc bien sûr à quelques sceptiques, ils en existent, y compris au très haut niveau, et tu as débattu avec certains, j'ai vu certains débats, qui eux disent pas du tout, la technologie peut nous échapper, elle peut devenir nuisible et dangereuse, et puis de l'autre côté, il y a tous les gens qui ne sont pas au fait de ce savoir-là, je ne parle pas des sachants, mais qui disent la technologie c'est aussi du tracking, c'est aussi de la vie privée qui est foutue, c'est aussi tout un tas de choses qui sont très négatives autour de l'intelligence artificielle et de la technologie. Toi, tu dis pas du tout, vous inquiétez pas, on crée d'abord pour des choses positives, les conséquences peuvent être négatives, mais c'est à nous de décider. Oui, alors ce que je dis, c'est très, très simple, hein, c'est que, encore une fois, la technologie, c'est nous qui l'avons créée et c'est nous qui la contrôlons. Il n'y a pas de possibilité que la technologie toute seule invente quelque chose. D'accord? La machine à Si, faire là, ça, tu n'y crois pas. non. Ce qui peut se passer, c'est qu'on crée une machine qui puisse créer quelque chose, mais c'est nous qui allons la programmer de toute façon. Donc, de toute façon, quel que soit le niveau auquel on se place, on est responsable. D'accord? Donc maintenant, ce qui peut très bien se passer, c'est qu'on décide de tout lâcher. Alors, on décide de tout lâcher, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que certaines personnes vont créer des systèmes pour mettre de côté une certaine partie de la société qui ne va pas comprendre ce qui se passe et en fait va la mettre sous son carcan. Ça va s'appeler une dictature. Donc, on voit ça, par exemple, dans plein d'endroits où on va utiliser la technologie pour oppresser une partie du peuple. D'accord? Donc, c'est possible, mais il y aura toujours une partie du peuple qui contrôle. D'accord? Et donc, c'est la partie qui est la vraie dictature. Donc, de toute façon, il y aura toujours, à un moment donné, un humain qui contrôle ça. Donc, de toute façon, il n'y a pas de machine qui contrôle quoi que ce soit. Encore une fois, si on n'est pas éduqué, donc c'est pour ça que moi je suis pour l'éducation en général, si on n'est pas éduqué, on peut ne pas comprendre ce qui peut se passer et on peut tout lâcher dans le sens où je comprends rien à ce qui se passe, ok, c'est bon, j'arrête tout. Et donc, j'ai ce petit nombre qui, eux, maîtrisent ces technologies, qui, eux, vont pouvoir effectivement oppresser ceux qui ne la maîtrisent pas. Alors, c'est pour ça aussi que l'intelligence artificielle devient un enjeu extrêmement stratégique et c'est pour ça aussi que toi, tu t'es battu beaucoup pour que la France joue son rôle et ait aussi un centre d'intelligence artificielle parmi les plus avancés parce que tu penses que les enjeux stratégiques futurs sont là. C'est la future arme de destruction massive, c'est la future capacité en tout cas à maîtriser les populations, tu l'as dit, et à créer des différences et à faire des dictatures numériques. Oui, alors bon, moi, je ne veux pas créer l'intelligence artificielle pour qu'elle serve à oppresser les peuples. Je veux la créer pour qu'elle serve à libérer les peuples. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Mais il y a une possibilité. Ce que je pense, c'est que la France a une excellente position parce que mathématiquement, on est bien placé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que cette intelligence artificielle dont on parle, c'est pas autre chose que des statistiques et des mathématiques. Étant donné que mathématiquement, on est fort, je sais que la France peut être forte en intelligence artificielle et je sais que la France est forte en intelligence artificielle. Maintenant, il faut qu'on se positionne d'une manière éthique, correctement, justement pour éviter les abus dont je viens de parler juste avant. Et l'intelligence artificielle elle-même peut aider à éviter ces abus
parce qu'elle peut aider une meilleure éducation, comme on disait tout à l'heure, libérer du temps, etc., pour éduquer tout ça. Donc pour moi, l'intelligence artificielle, nous, en France, on a une capacité, et cette capacité, on peut l'utiliser pour faire en sorte de donner une certaine éducation et une certaine liberté à ces peuples. Alors, sur la France, un dernier mot, c'est que tu as trouvé toujours que ce qui a été fait, par exemple, par la French Tech était plutôt positif et louable, et tu as toujours encouragé cette initiative que tu as dit, qui nous a un peu ramené dans le cancer des nations à ce niveau-là. Sinon, on était complètement oubliés et inexistants. Et donc, tu rendais hommage notamment à Fleur Pellerin qui a initié cette structuration. Est-ce que depuis, on a joué notre rôle? Est-ce que la French Tech est toujours présente? Est-ce que l'écosystème de l'intelligence, on va dire, et du numérique est toujours présent dans le concert mondial? Alors, je suis pas un spécialiste de la France tout le temps, mais bon, je sais par exemple aujourd'hui, avec Cédric O à la tête du numérique, tu vois, c'est une excellente suite de ce qu'a créé effectivement Fleur Pellerin dans les années 2013-2014. Donc pour moi, on est toujours dans le concert. C'est quelque chose, c'est une priorité pour ce gouvernement, c'est une priorité pour Cédric O. Et je pense que c'est très très bien qu'il fasse ça et qu'il continue à pousser ça. Je veux dire, on a un écosystème vibrant, ça c'est sûr. Donc maintenant, on a compris que faire des startups, faire cet écosystème, c'est intéressant. Il y a quelque chose. Le problème qu'on va avoir, et après, là, c'est un problème au niveau de l'Europe et au niveau de la France, notre positionnement dans l'Europe et l'Europe dans le monde, c'est est-ce qu'on est capable de créer quelque chose d'autre que des startups? Parce qu'on crée des idées, comme j'ai dit, on est très fort en idées parce qu'on est très fort en maths, d'accord? Mais est-ce qu'on va être capable de créer des boîtes qui vont être d'un niveau d'un Google ou d'un Facebook mondial? Donc, c'est ce qu'on va appeler le scale-up. Donc, on est très bon au niveau du start-up. Est-ce qu'on va être bon au niveau du scale-up? Alors, on était très mauvais au niveau du start-up il y a encore, comme je disais, il y a 10 ans. Mais maintenant, on est devenu assez bon au niveau du start-up. On en a plein, on en fait plein. Est-ce qu'on va pouvoir faire autant comment ça s'appelle, des licornes, comme on dit chez vous là-bas? Est-ce qu'on va pouvoir faire autant de licornes que ce que dit Cédric O? Je ne suis pas sûr, parce que le problème qu'on a, c'est un problème de marché après. Est-ce qu'on est capable, avec le marché français à l'intérieur du marché européen? La vérité, tu parlais tout à l'heure des États d'Europe qui se mettaient un peu en bisbille, là. La vérité, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'Europe. L'Europe des années 50 qu'on a rêvé dans les années 50 quand on a créé l'Europe, c'est pas l'Europe qui existe aujourd'hui. D'accord, c'est toujours une Europe d'État. C'est même au niveau des régulations. On a régulé sur la taille des tomates. On n'a pas régulé sur plein d'autres choses. D'accord, donc on a créé une Europe administrative qui n'est pas forcément l'Europe dont on a besoin pour développer des beaux produits au niveau, avec un vrai marché de 400 millions d'utilisateurs. Aux États-Unis, il y a un marché de 360 millions d'utilisateurs. C'est un gros marché, ils parlent tous la même langue. C'est relativement facile quand tu crées un machin de pouvoir l'exploser dans tous les États-Unis. En Europe, ça n'existe pas. Ça, c'est très, 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 très compliqué. Donc, je pense que le problème, il est là, au niveau du scale-up. Il n'est pas seulement au niveau du start-up. Maintenant, on a fait des efforts. Il y a la BPI, les machins. Alors, on a plein de programmes qui font ça. Encore une fois, Cédric O, le gouvernement font des trucs très bien pour ça. Maintenant, pour passer à l'étape suivante, je ne sais pas, ce n'est pas la solution. Moi, je ne sais pas. Mais je crains que ça soit là. Notre plafond de verre, il est là. Alors, c'est super intéressant parce que j'ai envie de poser deux questions en une. Et tu me pardonnes s'il y a une petite confusion. D'abord parce que ce que tu dis, c'est sur l'histoire. On a de mathématiciens très forts. La France est connue pour ça. Des chercheurs même très forts, une puissance de recherche forte. Et on crée des idées. On crée des idées. Alors, il y a quelqu'un qui avait dit ça quelque part, que la France, on va dire, fait des brevets. Les États-Unis les développent et font le scale-up, donc le passage à l'échelle, et la Chine les fait, les réalise et les duplique. Bon, c'est schématique, c'est un petit peu réducteur, mais c'était un petit peu ça. Ça veut dire que parfois, on va acheter des technologies de savoir qu'on a développées ici qui nous reviennent 100 fois, 1000 fois plus cher parce que ce sont les autres qui les ont réalisées. Et la deuxième question, je me permets de poser les deux en même temps et je te laisse analyser, c'est que justement, à l'heure du Covid et de cette crise mondiale, beaucoup de voix s'élèvent pour dire rapatrions un certain nombre de savoir-faire essentiels et durs, comme les médicaments, comme certaines technologies, etc., ou au moins rapprochons-les de pays voisins, frères, l'Europe, le Maghreb, peu importe, dans un écosystème géopolitique maîtrisé et on va dire collaboratif. Donc, qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on fait, Luc?
Moi, je ne suis pas un économiste, je vais pas dire ce que je ne sais pas, d'accord? Donc, je ne sais pas comment on pourrait le faire, mais ça semble logique. Je veux dire, on crée les machins, ça semble complètement ridicule et idiot que ça nous revienne par cette boucle que tu décris, qui est la réalité, d'accord? Donc ça semble tout à fait logique qu'on développe nous-mêmes les machins. Maintenant, les coûts de production, les machins, là, j'y comprends rien. Je ne sais pas pourquoi on a laissé filer ça, d'accord? Mais on a laissé filer tout. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a longtemps, on a même laissé filer les idées elles-mêmes, d'accord? Parce que pendant très longtemps, on n'avait plus ce système de start-up avec cette espèce de bouillonnement qu'on voit aujourd'hui. D'accord. Donc, on l'a recréé grâce à Fleur Pellerin, encore une fois, tu vois, dans les années 2010. Donc ce n'est pas forcément impossible de recréer aussi cette manufacture qu'on avait au 19e siècle, et quand l'Europe était le centre du monde. D'accord. Donc, on n'est plus le centre du monde aujourd'hui. Est-ce qu'on peut le redevenir grâce ou à cause des choses comme ce qui se passe aujourd'hui et qui nous font réaliser ça? Moi, je l'espère. Je sais, j'ai pas encore une fois la solution. Je ne sais pas comment on fait, mais s'il y a une volonté politique, s'il y a une volonté de tout le monde, il faut que tout le monde y mette du sien. Hein. Il faut qu'on mette un peu sur le côté les privilèges qu'on a pu avoir, les choses, tout ça, pour comprendre que on doit tous s'y mettre. D'accord. Alors bon, je ne veux pas rentrer dans la politique parce que j'en fais pas, mais il y a des problèmes après de gens qui ne veulent pas adhérer à ces choses-là. Il faut que tout le monde rentre dans cet élan de solidarité qui fait qu'on a envie de le faire. Mais encore une fois, je n'ai pas la solution. Alors, je ne veux pas non plus t'amener vers les problématiques politiques et surtout pas des questions, mais qui sont liées quand même au financement de cet écosystème, parce que les startups dont tu parles, pour qu'elles puissent passer à l'échelle, elles ont besoin de capitaux souvent très, très, très importants qu'ils ne trouvent pas forcément en France, parfois même pas en Europe. Et donc, ce sont des capitaux étrangers, chinois, américains, etc., qui viennent les chercher et donc qui nous dépouillent un petit peu d'un savoir-faire précieux. Est-ce que ça aussi, ce ne sont pas les limites de la mondialisation? Moi, je suis pas non plus comme toi, je ne suis pas ni pour ni contre, bien le contraire, je réfléchis à haute voix avec toi. Ouais, c'est la réalité. La réalité aujourd'hui, on voit bien qu'on n'est pas, si on n'a pas ces scale-up aussi, le problème, c'est un problème d'argent, d'accord? Donc, on voit que celles qui vont les développer, elles vont partir aux États-Unis, elles vont partir en Asie, elles vont partir quelque part pour essayer de se développer, pour entrer à l'échelle. Donc, se développer, ça veut dire aller chercher de l'argent. D'accord. Donc aujourd'hui, quand on parle de la BPI et tout ça, bon, c'est très bien pour les startups parce que c'est des financements, mais qui sont des petits financements, même si c'est un effort énorme au niveau de, L'amorçage, c'est de l'amorçage. voilà, c'est l'amorçage, mais c'est bon, beaucoup, beaucoup d'argent parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'idées. D'accord. Maintenant, on n'a pas vraiment de choses qui, après, une fois que tu as besoin de 100 millions de dollars, il n'y a pas grand monde qui va pouvoir te donner 100 millions de dollars ou 100 millions d'euros en France. Donc, ça, c'est sûr, on ne sait pas faire ça. Je ne suis pas sûr qu'on ait du capital risque en Europe. Je ne suis Il y pas a du sûr, capital franchement, développement, mais il n'y a jamais eu de capital risque en proprement voilà. au sens des Américains. Franchement, le capital risque, même aux États-Unis, hein, il commence à partir un peu. Donc, bon, j'ai pas la solution, mais tu as raison, c'est une analyse qui est la bonne. On n'a pas les capitaux. Maintenant, est-ce qu'on peut décider politiquement de dire bah, on se fiche des déficits, blablabla, et puis on fait du capital risque d'État? Je ne sais pas. Bon. C'est Bon, peut-être un peu ce que fait la Chine. Hein. Quand tu regardes la Chine dans les années 90, 2000, je veux dire, ils ont fait du capitalisme d'État quand même. Quand tu vois des entreprises comme Huawei, enfin des grosses entreprises chinoises, c'est quand même des entreprises d'État. hmm. C'est passionnant, on pourrait passer des heures là-dessus, mais le temps presse, donc je dois te libérer parce que tu as d'autres contraintes. Donc je voudrais passer à la dernière petite partie qui concerne Luc Julia a eu plein de prix, il a eu des honneurs, etc. Et j'ai vu que le dernier en date d'il y a 2 mois, 1 mois et demi, c'est que tu as été élu à l'Académie des technologies, c'est ça? Tu confirmes? Oui, ouais, je confirme. Hein, Alors, moi, ma question, c'est, comme je connais le bonhomme révolté, un petit peu, on va dire, je me dis, je ne suis pas certain que tous ces honneurs lui fassent plaisir. Par contre, je me dis, est-ce qu'il n'a pas des revanches à prendre sur certains? Et je ne veux pas citer des noms, hein, si tu suis mon oh regard. non, alors là, franchement, non.
Tu sais, moi, je suis content avec ce que j'ai fait, je suis content avec ce que je fais, je suis dans le présent, je ne suis pas dans le passé. Donc, non, j'ai zéro revanche. Alors là, je n'ai rien à faire. J'ai eu plutôt de la chance qu'autre chose, quoi. Tout mon parcours montre que j'ai eu du bol et que quand j'étais pas content de quelque chose et que, bah, par exemple, quand je suis parti de la Côte de France, c'était parce que je trouvais que c'était pas bien ce qu'on faisait dans le labo où j'étais. Bah, ça a été finalement une chance de partir. Donc si tu veux, j'ai zéro. Non, Par mais contre, alors, pour préciser mon idée jusqu'au bout, Luc, je pense à un nom que tu cites, qui n'est pas inscrit, c'est Scott Forstall. C'est quelqu'un qui t'a quand même un petit peu gonflé, pour dire le mot, vulgairement, et tu es parti fâché, furieux. Est-ce que, par exemple, justement, quand tu as du souci de la réussite derrière, et quand tu fais ce que tu fais, et tu as la réussite que l'on connaît, la reconnaissance que tu mérites, est-ce que c'est aussi pas un pied de nez à ces gens-là qui n'ont pas cru au toi à un moment ou à un autre? non, franchement, enfin, il se même pas, on s'en fout. Enfin, le gars, je l'ignore vraiment. J'étais même pas parti furieux, si tu veux. Je suis juste, je lui ai expliqué que c'était idiot. Enfin, que de mon point de vue, c'était pas, il faisait pas la bonne chose. Et après, il s'est avéré que c'était pas seulement mon point de vue, c'était le point de vue de plein de gens. Donc, ça tombait bien. Mais bon, encore une fois, c'est pas des pieds de nez, c'est des honneurs que je vais en profiter. Je vais en profiter pour des tribunes. Hein. Les deux derniers, pour moi, le plus grand honneur qu'on vient de me faire récemment, c'est de me donner la Légion d'honneur, justement. Donc c'est quelque Magnifique. chose Bravo et félicitations. enfin pour la France, si tu veux, enfin pour le fait que ça vienne de la France, c'est quelque chose que je trouve très important pour moi, donc perso. Donc effectivement, je suis pas trop dans les honneurs et les prix et tout ça, mais ça, je dois dire que ça m'a quand même fait plaisir. Pour ce qui est de l'académie, bah, je suis très content d'y être justement pour essayer d'apporter des problématiques que je pense importantes aujourd'hui. Donc, par exemple, j'ai déjà annoncé, et donc c'est clair pour tout le monde, que je veux vraiment essayer de comprendre quel est le problème qu'amènent ces technologies sur lesquelles moi-même je travaille. Et je suis un des pourvoyeurs des problèmes. D'accord. Donc, ces serveurs qui deviennent de plus en plus gros, qui consomment de plus en plus d'énergie, donc j'en parle un tout petit peu dans mon bouquin à la fin de ça, donc juste pour faire comprendre aux gens que bah, ces technologies ont un coût. Elles ont un coût écologique aussi, donc il faut faire très attention. Est-ce qu'on veut vraiment, et il va falloir faire des choix à un moment donné, faire des choix, on revient toujours à la même chose, il faut être éduqué, d'accord. Et donc comprendre quels sont les coûts de ces technologies, les coûts écologiques de ces technologies, et faire les bons choix pour savoir est-ce que j'ai vraiment besoin d'une intelligence artificielle qui va prendre beaucoup d'énergie pour jouer à un jeu vidéo débile, ou est-ce que je vais utiliser cette énergie pour développer un médicament grâce à cette IA qui va être un médicament qui va sauver plein de vies. Donc voilà. Donc à un moment, le régulateur doit être informé. Je pense que le rôle de l'académie, c'est justement d'informer le régulateur pour pouvoir, à un moment donné, prendre des décisions et dire, bah, pour la société, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Un mot sur la régulation, justement. Tu dis toujours la régulation, c'est bien, il y a des systèmes autorégulés, il faut parfois réguler, mais n'oubliez jamais que la régulation vient après l'innovation et ce ne sont pas les mêmes qui font la régulation et l'innovation, fort heureusement. Ouais, bah, la régulation, les innovateurs, on a nos propres éthiques, d'accord, mais pas forcément, des fois on ne voit pas forcément les choses. On est excité sur une technologie, on ne se rend pas forcément compte des dérives de cette technologie. D'accord. Donc, l'innovateur innove, 10 ans plus tard, le régulateur régule, mais le régulateur régule, il est obligé d'avoir un certain recul sur ce qui s'est passé. Et donc, ce recul, il n'est pas forcément donné par ceux qui ont été excités. Ceux qui ont été excités, ils ont aussi pris conscience de certaines choses, donc ils vont aider le régulateur, ils vont éduquer le régulateur. Et donc, mais le peuple aussi, s'il est assez éduqué, va permettre d'éduquer le régulateur aussi, et le régulateur va prendre les bonnes décisions en fonction de ce qui est bon pour le peuple. Voilà. Dernière question sur le rôle que tu as donc de vice-président à l'innovation chez Samsung. Tu nous as parlé tout à l'heure pas d'un gadget, mais d'une application qui va sortir dès demain, qui va donc dans nos montres connectées nous permettre de vibrer ou de sonner quand on veut mettre le doigt dans l'œil pour éviter la contamination. Est-ce qu'il y a d'autres projets à court ou moyen terme? Est-ce qu'on peut avoir quelques scoops ici, Luc? Ah ben non, tu ne peux pas, parce que je ne parle jamais de Samsung, en fait. Jamais, jamais. Ouais. Bon, la question que tout le monde t'a déjà posée 1000 fois, tu utilises un iPhone ou un Samsung? Alors, politiquement, je ne peux pas répondre, mais donc ça donne la réponse.
Bon, ça donne la réponse. Merci. Alors, vraiment dernière question. Ton livre, je le rappelle, qui est sorti dans les éditions First, qui s'appelle L'intelligence artificielle n'existe pas, qui est un titre volontairement provocateur, sera présenté en ta présence ici, donc à Montpellier, puis à Alès, en partenariat avec la région Occitanie et la Maison des emplois et des métiers de demain, et puis à Alès avec l'agence Myriapolis. Donc, les gens qui voudront te rencontrer, discuter avec toi, débattre avec toi de ton livre et de toutes ces idées pourront le faire. On donnera la date un petit peu à l'avance, bien sûr. On attend un petit peu que tout cela se stabilise. Je vais quand même utiliser un peu d'intelligence. Alors, elle n'est probablement pas très artificielle, elle n'est pas très intelligente, mais je voudrais montrer ça et je vais m'écarter pour montrer. Voilà, le livre, il est là. Donc, vous pouvez vous le procurer si vous voulez débattre avec Luc Julia quand il va arriver cet été. Tu nous confirmes bien sûr ta présence. On sera vraiment très ravis. Sache en tout cas que nous, on est très, très fiers d'avoir un Frenchie qui est là-bas et qui fait autant de bien, que ce soit au sein de Samsung, mais que ce soit avec ton discours, on va dire, pour nous tous, pour mettre la technologie au service du plus grand nombre. On est très fiers de toi, Luc, et on te remercie pour autant de sympathie, de modestie, d'humilité et franchement, et toute ta bonhomie. Merci beaucoup. Et Luc, qu'est-ce que je peux te souhaiter pendant cette période de confinement? Pas grand-chose, qu'on continue à faire des trucs rigolos, qu'on continue à faire des trucs qui servent aux vrais gens, là, parce que, encore une fois, on met nos cerveaux collectivement au service de certaines petites choses, que ce soit le petit gadget dont tu parlais ou que ce soit des choses à plus grande échelle. Là, on essaye de faire en sorte d'attaquer le problème qu'on a aujourd'hui. Voilà, donc tu peux me souhaiter d'essayer de trouver d'autres idées qui vont permettre de sauver des vies, en gros, hein. De sauver des vies. On finit sur ce message d'espoir au moment où beaucoup de gens sont dans la difficulté, doutent et il y a une ambiance vraiment anxiogène. Je veux finir avec toi sur ça. Un message pour dire à bientôt à tous les Français. Je te laisse le mot de la fin. Bah oui, alors déjà, je suis bien excité de venir quand ça sera possible à Montpellier et à Alès. Donc, il me tarde bien. On a dû reporter. On va le faire de toute façon. Donc, ça va être super. Et puis, sinon, bah, effectivement, dans ces périodes-là, il faut en profiter, comme on disait tout à l'heure, pour respirer, pour réfléchir. Et puis, surtout pour discuter avec les autres, pour échanger et puis pour faire le mieux pour les autres. Merci infiniment au nom de tous ceux qui vont nous écouter et les autres. Merci infiniment, Luc Julia. À très, très, très vite pour d'autres discussions, d'autres échanges. Merci beaucoup. Merci, Julie. Merci bien.